Avant qu'on se présente, je vais juste vous présenter comment va se dérouler la conférence. Dans un premier temps, moi, je vais décrire qu'est-ce qui différencie ces enfants, quelles sont leurs caractéristiques qui fait qu'on parle d'enfants atypiques. Puis, Sophie va parler de leurs difficultés en classe et comment elle les accompagne et qu'est-ce qu'elle en comprend. Quels outils elle met en place aussi et qu'elle va vous proposer de mettre en place à la maison. Après, moi, je ferai une expertise, c'est-à-dire je vous partagerai mon expérience et ma vision par rapport aux problématiques de ces enfants d'un point de vue plus énergétique et subtil. Et je vous donnerai aussi des outils. Et enfin, on prendra un temps de questions-réponses. Voilà, donc Sophie, je ne sais pas si tu veux te présenter en premier. Eh bien, je veux bien. Donc, je m'appelle Sophie Jubin et je suis enseignante depuis maintenant 18 ans. Et donc, actuellement, dans un village, enfin, une ville qui s'appelle Nailloux, dans le sud de la France. Mon métier m'a toujours passionnée et j'ai toujours eu cette question qui était là, comment accompagner au mieux tous les enfants avec leurs différences. Et il m'est apparu il y a quelques années que j'arrivais dans mes limites, en fait, dans ce que je pouvais proposer, tout particulièrement à des enfants que je traitais de agités, perturbateurs. Alors, je mets des petits guillemets, hein. Je ne savais plus comment les aider. Et est arrivé à mes oreilles les recherches autour de la neuroscience. Qui s'appuie sur le fait que l'empathie, la relation empathique et soutenante favorise le développement du cerveau et donc c'est la base en fait pour les apprentissages. Donc déjà voilà, ça m'a sauté aux yeux. Et en parallèle, j'ai découvert la communication non violente, qui est un mode de communication qui m'a d'abord aidé à toucher mes émotions, à les formuler, à beaucoup mieux comprendre les émotions des autres et à entrer en dialogue. Et en fait, à un moment donné, ça a été évident pour moi que je voulais vivre ça dans ma classe avec les élèves, à la fois en vivant le processus, mais aussi en le transmettant. Et du coup, ça a complètement modifié ma pédagogie. Se rajoute à ça les formations que j'ai pu faire autour de pédagogie coopérative. Je pense à Freinet, par exemple. Et ça a fait tout un mélange que je pratique actuellement dans la classe, avec des axes particuliers pour les enfants dont nous allons parler. Voilà. Et puis d'autres axes plus généraux que je pratique aussi pour tout le monde, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, que moi-même étant hypersensible, ce fameux mode de communication dont je vous parlais tout à l'heure m'a vraiment accompagnée et du coup me semble d'autant plus pertinent pour être à l'écoute et pour accompagner les enfants. Voilà. Et en parallèle de mon activité d'enseignante, j'ai une deuxième activité autour de la communication non violente, où en fait, je propose des cours, des formations que j'appelle communication authentique et bienveillante, étant donné que je ne suis pas certifiée en communication non violente. J'accompagne aussi les parents, les familles, justement pour aider leurs enfants dans des situations complexes. Il y a de la médiation aussi. Et enfin, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des choses, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je rajouterais? Oui, comme j'ai souhaité travailler avec Estelle sur ce projet parce que mes enfants, étant aussi dans les catégories qu'on a citées, ils se sont fait accompagner par Estelle, voilà, pour des soins énergétiques et ça a marché, voilà. Je m'arrête. Donc moi, je complète en disant que et moi, mon fils était dans la classe de Sophie, donc pendant 2 ans. Donc voilà, c'est ce qui nous a vraiment amené à partager ensemble et à expérimenter, je dirais, le travail de chacune, et qui fait que du coup, on a vraiment eu envie de faire une conférence ensemble, parce que c'est vrai que moi, j'en faisais déjà pour expliquer mon travail avec les enfants, mais là, je trouvais qu'en plus, vu que j'avais beaucoup de questions sur l'école,
je trouvais que c'était intéressant d'avoir le regard de Sophie et de comment elle travaille avec ces enfants-là pour vous donner aussi des pistes. Donc moi, je m'appelle Estelle Olivier Hoth, je suis donc pharmacienne ingénieure à la base de formation et actuellement thérapeute psychocorporelle énergétique. Hein, donc j'accompagne essentiellement les enfants dits atypiques, mais aussi les femmes hypersensibles. J'habite donc à Nailloux aussi depuis à peu près 10 ans et donc j'ai un enfant, donc un garçon de 11 ans qui maintenant est en 6e et qui a été diagnostiqué précoce en CE2, donc il y a à peu près 4 ans. Et pour moi, ça a été vraiment le début de commencer, comme si ça a éclairé tout mon parcours en fait, de l'accompagner et donc de rencontrer les différents corps de métier qui m'ont amené aussi à réfléchir sur mon hypersensibilité et donc comprendre qu'il y avait eu ou il y a précocité ou HP. Bon, j'ai pas fait les tests, mais en tout cas, ça a vraiment mis en lumière mon parcours et de comprendre pourquoi, bah oui, en effet, je suis passée de pharmacienne à thérapeute énergétique et pourquoi aussi mon approche, vous allez le voir, hein, je vais vous le décrire, est atypique et donc se fonde sur cette hypersensibilité. Mais du coup, j'en ai fait vraiment un outil je dirais, de travail et d'accompagnement. Donc en fait, voilà, c'est vrai que d'avoir vu un peu comment on décrivait ces enfants-là, je me suis dit, bah oui, moi, enfant, en fait, j'étais hyperactive, je bougeais partout en classe, j'étais turbulente, j'étais très sensible, j'étais intelligente, mais bon, voilà, on parlait juste d'enfants intelligents, turbulents ou pleurnichards, mais on ne mettait pas tous les mots qu'on met maintenant. Et ce qui m'a amené vraiment à faire le métier que je fais maintenant, ça a été d'abord une première prise de conscience à l'adolescence, hein, suite à une crise existentielle qui m'a amené à faire une thérapie. Et donc, en fait, dans cette thérapie, ça m'a comme amené à découvrir mon monde intérieur. Bon, vu qu'à la maison, dans le milieu familial, c'était, voilà, on ne partageait pas forcément ses émotions. La thérapie m'a permis de voir en fait comment mon monde intérieur, donc mes pensées et mes croyances, créent mon comportement et créent mon monde. C'est-à-dire que si je me crois, comme chez ces enfants, je suis nulle, je suis vilaine, je vais pas y arriver, du coup, tout va être interprété de ce point de vue-là et tout mon comportement va être fondé sur cette croyance-là. Et donc pour moi, c'était vraiment une prise de conscience importante qui m'a amenée du coup à continuer les thérapies pendant donc j'ai tout un parcours de développement personnel parce que pendant mes études, donc j'ai continué. Je me suis aussi intéressée aux démarches spirituelles, donc je fais beaucoup de méditation, d'astrologie. Voilà, j'ai pas mal navigué dans tout ce qui pouvait amener pas à me libérer de cette sensibilité, mais en tout cas de la souffrance, parce que quand on est hypersensible, tout est vécu de façon intense. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de trouver du sens en fait à ma vie et à ce vécu qui était tout le temps à vif en fait tout simplement. Et donc après quand donc je travaillais en industrie pharmaceutique un temps, puis après en officine pendant presque 10 ans près de Nailloux. Et là pendant que j'étais en pharmacie, j'ai commencé une formation de gestalt thérapeute. Donc, c'est plus une thérapie comportementaliste, thérapie de l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a eu une deuxième prise de conscience, c'est-à-dire quand j'ai voulu m'installer en tant que psychothérapeute, en fait, il y a quelque chose en moi qui disait non. Non, il me manquait une dimension, en fait, dans ce que j'avais appris, qui pour moi était vraiment la dimension de l'âme. Et du coup, j'ai choisi, un peu douloureusement au départ, de tout arrêter, c'est-à-dire de ne pas m'installer en tant que thérapeute puisque ça ne me parlait pas. Et donc tant pis, j'avais quand même fait 5 ans de formation quelque part pour rien, même si ça m'a beaucoup apporté. Mais aussi d'arrêter toutes les méditations qu'on m'avait apprises et juste suivre mon ressenti. Être vraiment à l'écoute de ce que je sentais dans l'instant et d'oser les méditations comme je le sentais. Et c'est là que vraiment s'est ouvert pour moi un temps de méditation profonde, intense. Puis pendant 2 ans, j'ai vécu des soins énergétiques la nuit. Donc c'était beaucoup la nuit pour moi parce que c'était un temps où mon mari et mon fils dormaient. Donc du coup, j'avais le temps de pouvoir méditer tranquillement. Et donc voilà, il y avait plein de transformations qui se faisaient sans que je sache vraiment ce qui se passait. Je sentais juste que ça me faisait du bien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un énergéticien qui m'a fait un soin et où pour moi, ça a été vraiment une révélation de sentir tout ce qui me faisait et
dire, bah, je suis pas seule en fait avec ça. Et donc, je lui dis, bah, moi, je veux faire comme toi. Et il me dit, bah, vas-y, t'es prête. Donc, ça a été un peu, ah bon? Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça à faire des soins sur les enfants de mes collègues. Et puis, en fait, très vite, une autre porte s'est ouverte qui a été d'accompagner cet énergéticien, d'organiser sa venue en France et donc de programmer toute une tournée en France pour lui pendant 2 ans, puis aussi avec un enseignant spirituel, Laurent Lévy, qui était assez connu. Et donc pendant 2 ans, en fait, le fait de les accompagner, d'être leur assistante, ça m'a permis d'affiner mes soins, de mieux comprendre ce que je faisais, parce qu'au début, c'était très compliqué pour moi de pouvoir expliquer. Donc ça s'est affiné à force de pratiquer et de développer ce ressenti, d'avoir confiance aussi. Jusqu'en 2018, où là, il y a eu vraiment un passage du fait de vraiment écouter mes valeurs profondes. J'ai senti d'arrêter avec ces 2 accompagnants pour vraiment tracer ma route, qui était beaucoup plus féminine du coup, et de quitter la pharmacie aussi, puisqu'en fait, dès que j'allais à la pharmacie, ça faisait 1 an que je tremblais, que j'étais pas bien, je faisais des malaises, donc c'était juste plus possible pour moi. Et voilà, il y a eu aussi un remaniement familial, donc ça a été vraiment une bascule. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place. Voilà, en tant qu'hyper, je sens que j'ai plaisir à faire ce que je fais, ça me donne du sens et j'ai vraiment envie d'offrir à ces enfants ce que j'ai pas eu moi enfant, c'est-à-dire de les aider à se reconnaître pleinement, à se reconnecter à eux-mêmes, à pouvoir être tranquille avec qui ils sont, avec leur sensibilité, à en faire un atout. Et donc j'accompagne aussi les femmes qui du coup se sentent souvent pas assez parfaites, pas assez authentiques, pas assez sûres d'elles, hyper exigeantes et qui ont besoin aussi de pouvoir se retrouver dans leurs valeurs, être pleinement et sereinement eux-mêmes dans leur authenticité. Donc mon approche, j'en parlerai plus en détail dans la conférence, mais voilà, mon approche, elle est essentiellement vibratoire, subtile, intuitive, énergétique, mais voilà, elle travaille aussi sur les émotions, les croyances, les mémoires. Enfin, voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail avec un schéma tout à l'heure. Donc je vais vous parler maintenant, donc, je vais vous montrer sur le PowerPoint de ces enfants atypiques dont on parle de plus en plus. Hein. On le voit dans les médias, sur Facebook. Enfin, voilà, on n'a plus trop besoin de les décrire puisque ils deviennent de plus en plus mis en lumière. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique? Donc, d'abord et avant tout, une sensibilité à fleur de peau. Une sensibilité à fleur de peau, aussi bien au niveau émotionnel, donc ce que je vous disais, tout est vécu de façon intense. Et c'est vrai que chez les enfants, du coup, il y a une grande difficulté à gérer leurs émotions. Tout est pris de fouet, en fait. Et une sensibilité plus physique, c'est-à-dire liée soit à l'odorat, soit à l'ouïe, soit au tactile, voilà, qui est plus kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter soit les collants, les étiquettes, les chaussettes. Tu te souviens, on avait dit qu'on mettait le PowerPoint à l'écran au départ? Vous ne l'avez pas? Ah non, c'est que pour moi. C'est ça? Ah oui, je l'ai mis que pour moi. Alors, je vous le mets. J'ai ma caméra en fait qui est devant les petits boutons. Donc, c'est mieux si je vous partage en effet mon diaporama, que je ne sois pas toute seule à le voir. C'est bon, du coup, vous le voyez là? Oui. Ouais. Alors, super. Voilà. Donc, ce que je disais, donc leur différence. Donc, la sensibilité à fleur de peau, émotionnelle et kinesthésique. Ce qui peut aussi, j'ai mon neveu aussi qui est hypersensible et ma sœur me disait qu'ils avaient mis un ultrason pour les chats. Et en fait, dès qu'il le déclenchait, lui, il l'entendait en fait. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment aussi les sens hyper développés. C'est les questions qui sont là dans le chat au niveau du bruit, justement. On te demande voilà, si exactement. ça joue les acouphènes. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment entendre des bruits très fins, mais du coup aussi, quand il y a beaucoup de bruit, c'est vraiment insupportable pour eux. Et ça, nous, on ne peut pas forcément le mesurer puisqu'on ne vit pas la même chose qu'eux. Et ce n'est pas vrai chez tous les enfants. Les caractéristiques que je vous donne, vous allez les retrouver chez certains enfants, mais pas chez tous. Heureusement, ils n'ont pas tout. Mais voilà, c'est vraiment, tous les sens peuvent être hyper développés. La vision aussi peut être très parfaite en fait. Hein.
Bon, ça, c'est moins dérangeant, mais ça peut être aussi avec la lumière ou... Voilà, pour chacun, c'est différent. C'est des enfants aussi qui ont besoin d'activités stimulantes, donc qui vont beaucoup questionner, en fait, qui vont avoir besoin qu'on leur donne des explications, qui vont avoir besoin de comprendre, qui vont avoir besoin de bouger pour certains. C'est des enfants qui ont une mémorisation rapide en photo et courte. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont jouer au memory et d'emblée, ils vont savoir où sont les cartes, alors que vous allez devoir réfléchir, essayer de vous souvenir. Eux, c'est comme s'ils avaient une photo et ils savent où c'est. Et donc, à ce jeu-là, ils peuvent être très forts, par exemple. Donc, ça leur donne aussi l'impression de savoir, parce que comme ils voient, ils enregistrent dessus, et du coup, ils ont l'impression de savoir. Mais ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'ils peuvent oublier très vite. Ce qui peut leur donner des fois cette impression de supériorité ou pas avoir envie d'apprendre, parce que c'est bon, ils ont compris, quoi. Mais du coup, cette vivacité d'esprit, parce que ça va très vite dans leur tête et ils ont une pensée aussi en arborescence, fait que quand ils font quelque chose au niveau physique, ben, c'est plus difficile. Parce que le corps, lui, ne va pas aussi vite que la tête. Et donc, du coup, c'est des enfants qui peuvent avoir des difficultés avec des activités répétitives. Donc, je vais juste arrêter le partage pour que vous puissiez me voir. Donc, ils vont avoir du mal soit dans l'écriture, soit à faire des lacets. Et c'est là, en tant que parent, qui est la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression des fois de discuter avec un adulte parce qu'ils ont une grande maturité, cette grande vivacité d'esprit, et en même temps devoir leur dire d'aller faire pipi encore à 10 ans, voilà, des choses très basiques qui posent difficulté pour eux. Donc ça peut être aussi dans les difficultés motrices répétitives, c'est aussi pour eux c'est trop lent en fait. Je pense notamment à l'écriture. Mon fils il me dit mais c'est ennuyant parce que voilà ça demande tout un travail, ouais c'est le corps qui va trop lentement en fait et souvent ça les saoule quoi clairement hein, avec leurs mots et du coup ils ont aussi du mal à maintenir l'effort parce qu'il faut que ça aille vite, ça va trop vite en fait chez eux. Est-ce que j'ai tout dit? Du coup, dans ce que je disais, dans cette pensée qui est très vive et rapide, du coup, ils peuvent penser à plusieurs choses en même temps et faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous écouter et réfléchir en même temps. Donc ça, Sophie vous l'expliquera aussi en tant que maîtresse, mais même en tant que parent, on a l'impression des fois qu'ils ne nous écoutent pas, mais voilà, ils sont vraiment capables de ça. Mais du coup aussi, des fois, ils ont du mal à organiser leurs pensées tellement ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'ils ont du mal aussi à être présents à ce qu'on leur dit et qu'il faut leur répéter les choses plusieurs fois, voire les toucher pour que vraiment ils soient là. De par cette intelligence très vive, donc je vais vous partager le deuxième PowerPoint. Hop. Il veut bien, voilà. C'est des enfants qui ne tolèrent pas l'injustice. Ça, je pense que c'est vraiment lié à leur sensibilité, qui fait que c'est vraiment c'est des justiciers où ils veulent que tout soit égal. Et des fois, même avec les parents, hein, puisque comme des fois, ils se sentent un peu adultes, du coup, il faut que ce soit pareil pour eux comme pour le parent. Et c'est vrai que ça peut être difficile à expliquer. Et c'est aussi des enfants qui ont du mal avec l'autorité parce qu'en fait, ils ont besoin de comprendre. Donc, à chaque fois qu'on leur donne une explication, enfin une directive, il faut toujours l'expliquer. Ou de toute manière, ils vous poseront la question et des fois, il va falloir batailler un peu pour qu'ils la comprennent et qu'ils l'appliquent. Et puis, cette opposition, c'est aussi ce que je disais, comme ils se sentent des fois intelligents, enfin, ils sentent que ça va vite, ils sentent qu'ils comprennent. Du coup, c'est bon, quoi. On ne va pas me dire, moi, ce qu'il faut que je fasse. Voilà, il y a des fois ça qui peut s'installer chez eux. Après, du fait de cette hypersensibilité et de cette grande vivacité d'esprit, tout ça, ça peut créer de l'angoisse et de l'anxiété. Parce qu'en fait, dans ces pensées, il y a beaucoup des pensées négatives. Donc ça crée de l'angoisse. Et puis cette hypersensibilité fait qu'ils peuvent se sentir très facilement attaqués.
Donc, on retrouve ça très souvent chez les enfants. Chez certains, ça peut aussi se manifester par une agitation physique, puisque ça va très vite dans la tête. Du coup, le corps aussi peut, lui, essayer de calmer tout ça. Et des fois, la manière de se calmer pour eux, c'est de bouger. Donc, il y a des enfants qui vont vraiment bouger dans tous les sens et qui vont du coup aussi avoir du mal à dormir. Donc, c'est là qu'on retrouve les peurs nocturnes, tous les angoisses de mort aussi, puisqu'il y a toute une réflexion sur la vie, la mort. Donc, il peut vraiment y avoir des questions existentielles. Et ce qu'on retrouve, moi que je retrouve systématiquement chez tous ces enfants et qui pour moi est fondateur de toutes ces caractéristiques aussi qui sont vraiment liées, c'est le manque de confiance en eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une image d'eux-mêmes qui est assez négative. Parce qu'en fait, ils se mettent tellement la barre très haut, puisque dans leur tête, il y a la perfection et que leur corps ne répond pas, que forcément ils sont nuls. Et qu'en plus, comme il y a cette sensibilité, forcément on m'en veut. Donc je ne suis pas à la hauteur. Enfin voilà, il y a tous ces discours-là intérieurs qu'on retrouve très souvent chez ces enfants-là. Et ce manque de confiance fait que du coup, ça les met encore plus en difficulté. Voilà un peu les caractéristiques de ces enfants. Et là, je vois dans le chat tout le monde qui se reconnaît, qui reconnaît son enfant. Voilà, c'est ça, c'est qu'on retrouve des caractéristiques. Alors, il y en a qui en ont plus que d'autres. Et chacun, en même temps, chacun est unique. Hein. Donc, ça, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on leur colle des étiquettes, mais vraiment, chacun est unique et la problématique de chacun, moi, dans ce que je vois, est vraiment unique. Et en effet, ils peuvent être dans une sorte de victimisation, de moi, j'y arrive pas, et ils tournent là-dedans. Et ce que je vous disais, vu qu'il y a cette croyance au départ, tout est interprété sous ce regard-là. Et moi, je l'ai vu avec mon neveu, parce que je l'accompagne depuis peu, où il est tout le temps dans personne ne m'aime, je suis pas désirée, sans forcément le dire, mais tout son comportement traduit ça, alors que ses parents lui donnent beaucoup d'amour. Et en fait, en tant que parent, on se sent démuni, parce que quoi qu'on fasse, lui, de toute manière, tout est interprété avec ce filtre-là. Voilà. Donc, je laisse la parole à Sophie maintenant. Je te mets peut-être le PowerPoint si tu veux. Pour démarrer, oui, je veux bien. Voilà, pour parler maintenant des difficultés que ça peut engendrer en classe. Alors, donc là, je vais vous parler de ce que moi, j'ai observé en tant qu'enseignante et aussi des mots, des phrases qu'on a l'habitude d'entendre au sujet de ces enfants-là. Et donc, je vais chaque fois prendre la phrase et puis vous dire ce que moi, je vois derrière, en fait. Donc, souvent, on entend le fameux « il est dans la lune, il rêve, il n'est pas concentré ». Ce qui se passe, c'est que donc ces enfants ont donc une pensée en arborescence. Hein, donc, vous imaginez un arbre avec plein de branches et chaque pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne 5 autres. Bref, ça s'ouvre. Et donc, chez les enfants, chez les jeunes, et des fois, ça continue chez les adultes, il y a une complexité, en fait, pour arriver à se centrer sur une seule pensée, sur ce qui est demandé en classe, et ne pas, justement, suivre le fil des pensées, en fait. Et c'est souvent ce que font ces enfants. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, qu'il ne regarde pas la fenêtre, il n'est pas concentré. Et l'idée, en fait, en sachant ça, c'est de proposer à l'enfant des techniques pour fermer les tiroirs, comme on dit, et ouvrir le tiroir du sujet concerné. Voilà. Et je vous parlerai des techniques plus tard qui peuvent s'appliquer en classe, que j'applique avec les élèves et aussi à la maison. Voilà, sujet numéro 2, le moindre conflit prend des proportions énormes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une dispute dans la cour de récréation. La dispute, on va en parler avant d'entrer en classe et pourtant, en classe, l'enfant est encore ému en fait par ce qui vient de se passer et ça va être compliqué pour lui de se concentrer sur les apprentissages. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce dont parlait Estelle tout à l'heure, cette hyper émotivité qui est là, qui donc fait partie du fonctionnement de ces enfants. Et tout l'accompagnement va être justement d'être à l'écoute de ces émotions qui sont là. Et puis, petit à petit, d'apprendre à l'enfant à lui-même gérer ses émotions et les conflits quand ils sont là en utilisant des outils de médiation. Voilà.
Et puis en tant qu'enseignante, quand j'ai compris ça, ça m'a donné une plus grande tolérance, acceptation par rapport à ce qui était en train de se passer. Et oui, il y a des moments où ces enfants ont les émotions qui débordent et oui, ça donne des situations de conflit qui impactent sur les apprentissages un temps. Parce que quand on les accompagne, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'enrayer en fait. Et ça me paraît vraiment important de ne pas les culpabiliser avec ça, mais plutôt voilà, de les accompagner. Ensuite, phrase numéro 3, il ne travaille pas. Donc, ça peut s'interpréter avec un cahier blanc, c'est-à-dire rien d'écrit dessus. Ça peut être carrément une impression de passivité où l'enfant ne va rien faire ou bien faire comme s'il n'écoutait pas. En fait, qu'est-ce qui se passe chez ces enfants-là? Alors déjà, ce que disait Estelle tout à l'heure, ils ont dans leur tête cette vision de la perfection. Par exemple, sur un exercice, eh bien, ils vont tout de suite se représenter le résultat optimal que selon eux, la maîtresse attendrait, ce qui n'est souvent pas le cas, vu ce qu'ils ont en tête. Et puis même, ils peuvent ne pas vouloir y aller, ben justement, parce qu'ils se disent, de toute façon, je ne pourrai pas l'atteindre, donc je ne vais pas le faire. Et donc, ça peut entraîner une crispation et une non-production. Et après, quand on va interroger l'enfant, on se rend compte qu'il a compris, mais il n'a pas écrit. Il peut aussi, donc là on parle bien sûr de la confiance en soi, eh bien il s'imagine, il pense qu'il va y avoir un échec, et peut-être même qu'à un moment donné, un apprentissage peut lui poser une difficulté, et donc il préfère ne pas y aller, justement pour ne pas se retrouver face à ce qu'il imaginerait être un échec. Voilà. Alors, ils s'ennuient en classe. Et là, souvent, c'est eux qui peuvent vous le dire à la maison. Je m'ennuie à l'école. Et puis, ça peut se voir de façon visible en classe, hein, avec clairement un désintérêt pour le travail. Ce qui peut être très crispant pour un enseignant. Ben voilà, souvent, on a l'élan, en fait, d'aider. On a envie que tous les enfants participent. Et là, on en voit un, il n'y a rien à faire. Il semble s'ennuyer. Et il s'ennuie. Donc en fait, ces enfants-là, ils fonctionnent par intérêt et aussi par sens. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers ce qui donne sens, ce qui fait sens pour eux. Si ça ne fait pas sens, ils peuvent clairement s'en désintéresser. Et donc tout le challenge pour les enseignants, c'est de trouver des axes qui font sens pour ces enfants-là. Voilà. Et ça peut passer par du travail en projet, voire en petits groupes pour que chaque enfant puisse vraiment aller vers ce qui le passionne en fait. Et ensuite, pourquoi il ne rentre pas dans un apprentissage? Eh bien, pour reprendre ce que disait Estelle tout à l'heure, il pense qu'il a tout compris. Alors, des fois, c'est le cas. Clairement, il a compris la notion, donc il s'en désintéresse. Ou bien, en effet, il a visualisé une partie et pense avoir compris, donc il va s'en désintéresser aussi. Voilà. Ensuite, il ne tient pas en place. Et donc, ça donne un enfant qui va être debout, travailler debout, toucher des objets, se déplacer dans la classe pour n'importe quel motif. Et donc, voilà, un enfant qui est en mouvement. Moi, ce que je vois derrière c'est ce qu'expliquait Estelle tout à l'heure par rapport au mouvement. Et aussi, puisque ces enfants ont les pensées qui bougent en fait, hein, c'est en mouvement, eh bien, le corps va se mettre en mouvement et ils vont avoir besoin de bouger. Et j'ai pu constater en fait qu'un enfant pouvait être debout, bouger et réexpliquer ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à l'écoute en fait, contrairement à ce qu'on croit, en touchant un autre objet, en faisant un coloriage, en se déplaçant, enfin voilà. Et l'intérêt, et on en parle tout à l'heure, c'est de pouvoir proposer à ces enfants du mouvement, justement, parce que ça les aide à la concentration, en fait. Et que c'est un réel supplice pour eux de ne plus bouger. Voilà. Alors, phrase suivante. Ah, son écriture est illisible.
Il y a aussi, il ne retient pas ses tables, son orthographe n'est pas correct. Donc, souvent, alors je ne vais pas généraliser, hein, mais la précocité peut s'accompagner d'un trouble, un trouble dyslexique, un trouble au niveau de la motricité et donc du geste graphique, de la dyscalculie, enfin voilà. Les professionnels de ce côté-là en parleraient mieux que moi. Ensuite, il met le why en classe. On s'est bien amusé avec Estelle en cherchant l'expression appropriée. On a trouvé ça là. Donc, en fait, c'est un enfant qui peut d'ailleurs mettre l'adulte à mal, puisqu'on peut se sentir démuni. Hein. C'est un enfant qui va peut-être être dans la provocation, être bruyant, être en conflit. Enfin, voilà. Pour moi, en fait, dans ces moments-là, eh bien, l'enfant va exprimer un malaise, en fait, justement par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Et du coup, il peut arriver que ces enfants se retrouvent en dehors du système scolaire, hein, ça peut aller loin, mais c'est juste ce comportement, la traduction des blocages qu'ils sont en train de vivre à l'école, en fait. Et toute la question va être d'arriver à raccrocher ces enfants et à être à l'écoute de ce qui leur arrive, en fait. Voilà, et puis après, alors le fameux il met le why en classe, ça peut être aussi tout simplement l'hyperémotivité et l'émotion qui prend le dessus à un moment donné, une colère, une tristesse. Et bien quand on est sur le temps de classe, ça peut arriver aussi, puisque voilà, ça fait aussi partie du fonctionnement de ces enfants-là et adultes. Et voilà, toute la question, ça va être aussi comment les accompagner à ce moment-là, quels outils leur donner pour vivre avec cette hyper-émotivité et rester dans le groupe, en fait. Voilà, puisque c'est aussi ce qu'on travaille en classe, hein, toute la partie sociale. Et enfin, la dernière phrase, il ne veut plus aller à l'école. Voilà, un enfant qui dit qu'il ne veut plus y aller, qu'il a peur, on parle de phobie scolaire. Eh bien, pour moi, il s'agit encore une fois de l'accumulation d'un ou plusieurs critères parmi tous ceux que je viens de citer et qui fait qu'à un moment donné, l'enfant va dire stop en fait. Et voilà, donc ça pose bien sûr plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait, comment on les accompagne? Mais voilà, pour moi, la source, elle est là, dans tout ce qui vient d'être dit. J'ai fait le tour? Ouais. Il y a plein de questions, donc je note un peu au fur et à mesure. Ah oui, j'ai pas regardé dans le chat en même temps. On les regarde après? Ah, ça veut dire quoi exactement le why? Bon, ça, on va expliquer. Ah, c'est le bazar. il met le bazar. Vous savez le petit mot qui dit votre enfant n'a pas un comportement d'élève. Il est bruyant, il est provocateur. Enfin voilà, nous on a mis le il met le why, mais vous pouvez trouver plein d'expressions dans les cahiers de liaison ou les livrets d'évaluation. Voilà. Oui, c'est ça, c'est l'enfant perturbateur en fait, hein, oui, qui du coup peut décrocher parce que pas compris. Mm. Mais je note les questions et après n'hésitez pas à nous les reposer. Hein. Il y en a que j'ai notées, on verra ça enfin. Mais c'est chouette que vous partagiez. Alors je te laisse continuer, Sophie. Je te mets le... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les outils, voilà. Les outils, voilà. Des pistes. Donc en fait, les outils que je vais vous proposer sont des outils que je suis allée chercher du côté de la communication non violente, du côté de toutes les pédagogies qui sont autour des émotions. Je pense à Catherine Guéguen, à Brigitte Audouard, Bon, il y en a plein, j'ai pas fait la liste. Donc, tous les matins, on se retrouve en classe. Première étape, on s'assoit tous ensemble et on fait un premier petit jeu qui consiste à mettre des mots sur les émotions. C'est la météo intérieure, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire à la maison. À un instant T, chacun va pouvoir formuler l'émotion qu'il ressent. Donc, en fait, chaque enfant, donc on est assis en cercle, il y a un bâton de parole qui circule et chaque enfant va prendre le bâton dans les mains et au moment où il l'a, il va dire son nom. Donc moi, ça donne « je m'appelle Sophie » et il va dire « et je me sens, par exemple, joyeux, triste ».
il va dire une émotion ou plusieurs, et il va passer le bâton à son camarade. Le bâton va faire le tour du cercle. Et après, il va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire que chaque enfant va rendre le bâton à son voisin en lui disant « tu t'appelles par exemple Nicolas et tu te sens » et il va reformuler l'émotion de l'enfant. Donc par exemple, et tu te sens joyeux. Donc l'enfant fait passer le bâton, voilà. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque enfant va formuler son émotion et il va aussi formuler celle que le voisin a dite. Pourquoi? Ben, à la fois donc pour apprendre à formuler l'émotion de l'autre et aussi pour pratiquer ce que j'appelle l'écoute empathique. C'est-à-dire que un enfant et un adulte d'ailleurs ressent un bien-être à partir du moment où on va reformuler ce qu'il ressent en fait, l'émotion qui est là. Et donc c'est ce qui est retranscrit dans ce jeu. Pour tous les autres jeux, là je vais vous en citer d'autres, je dis à chaque fois aux enfants qu'ils ont la liberté de participer ou pas. C'est une façon d'être bienveillant pour eux, c'est-à-dire que les jours où ils n'ont pas envie de parler, eh bien, ils ne parlent pas en fait, puisque l'idée, c'est qu'on ne peut pas forcer une personne à dire son émotion. Mes enfants, j'ai des CM1, CM2 cette année. T'as vu voilà. J'ai pile à ce moment-là, mon œil qui est parti sur le côté. Donc en fait, cette météo intérieure, on l'a fait le matin et on l'a fait avant le repas de midi et en fin de journée. Voilà. Ce que je remarque, c'est que c'est des moments où il y a une convivialité qui se crée, que les enfants qui arrivent le matin avec des tensions, eh bien, le fait de déposer l'émotion, vraiment, ça fait redescendre la tension et la pression. Sachant que sur le moment, je ne vais pas aller creuser, demander à l'enfant pourquoi il y a telle ou telle émotion. On est juste vraiment dans la formulation et l'accueil. Voilà. Donc, au niveau des jeux, il y a aussi des jeux donc, autour des émotions. Et pour moi, ce qui va avec aussi, pour accompagner ces enfants, c'est des jeux coopératifs, des jeux où on va faire quelque chose tous ensemble. Je pense par exemple au jeu du clap. Donc, c'est un jeu où je vais regarder un par un chaque enfant dans les yeux et avec mes mains jointes comme ça, et l'enfant que je vais choisir, une fois que je vais regarder tout le monde, va devoir faire le clap en même temps que moi. Et donc, on va s'envoyer le clap en tapant ensemble dans les mains et ça va être à son tour de faire le tour de tous les regards et de choisir un enfant et de taper dans les mains en même temps que lui. Là, on est sur de l'eye contact, enfin le contact des yeux. Et donc, là aussi, c'est un jeu qui contribue au partage des émotions, à la coopération. Et pour moi, c'est des jeux qui peuvent aussi se retranscrire dans d'autres structures, à la maison. Et chaque fois que je le fais, alors déjà, moi, je me régale, hein, puisque le principe, c'est que tout le monde participe. C'est vraiment des réels moments de partage. Et pour moi, c'est ce qui crée l'empathie. Et c'est ce qui permet de bien démarrer une journée de classe aussi. Voilà. Est-ce que j'ai le temps? Allez, un petit dernier. Le jeu du courant. Donc, tout le monde se donne la main et on fait passer le courant donc, en choisissant donc, la personne qui va commencer le jeu choisit un nombre de pulsions et va serrer la main de son voisin, par exemple 3 fois, sans le dire bien sûr. Et le courant va passer 3 fois dans chaque main. Et l'idée, c'est de retrouver le même nombre de serrages de main à l'arrivée. Bon, il y en a plein d'autres, je m'arrête. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, l'écoute empathique. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une technique d'écoute qui vient de la communication non violente et que j'utilise en classe. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant ressent une émotion forte, je vais lui proposer des émotions. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Normalement, il va en choisir une. Et déjà, de pouvoir formuler son émotion avec mon aide, eh bien, ça lui permet de souffler. Et après, eh bien, je vais l'accompagner en reformulant ses propos. Ça peut aussi être, Estelle vous en parlera tout à l'heure, une écoute empathique qui se fait en silence.
L'idée vraiment, c'est pendant ce temps donné où on est avec l'enfant, d'être à son écoute en fait, sans spécialement tout de suite lui donner des conseils, le critiquer, lui faire des remontrances. Non, juste être dans l'accueil de ce qui se dit en fait. Et donc c'est un point de départ face à un enfant hypersensible pour lui permettre de souffler. Donc ensuite, je propose des plans de travail. Eh bien, qu'est-ce que c'est? L'enfant, en fonction de l'émotion dans laquelle il est, donc ça c'est quelque chose qu'on travaille, hein, bien sûr, avec les jeux, pouvoir voir l'émotion dans laquelle je me sens, et choisir un travail dans ce que je lui propose qui va être approprié à l'état dans lequel il se sent. Donc, par exemple, il peut choisir un jeu, il peut choisir un travail de fiche, ou encore il peut choisir d'aller prendre son temps libre ou d'aller faire un jeu où il va manipuler. Voilà, en fait, l'idée, c'est que l'enfant puisse adapter le travail en fonction de comment il se sent. Ça lui donne une autonomie. Et clairement, pour moi, c'est quelque chose que je transpose avec mes filles à la maison. Alors, je ne le fais pas du coup avec les apprentissages scolaires, mais plutôt avec les choses à faire quand on rentre le soir. Et donc, il va y avoir les jeux, la douche, les devoirs, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voir avec l'enfant, lui dire, bon, ben voilà, en fonction de comment tu te sens, tu peux choisir les étapes. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il faudra les avoir faites. Mais par contre, tu as une autonomie de choix dans ce qui t'est proposé. Ensuite, Estelle, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je suis le chat, okay, je note les questions que je peux. Ensuite, donc en classe et de manière générale, c'est quelque chose qui se répand dans l'école, qui se fait dans l'école primaire. On met plus de notes et on va faire de la validation de compétences. Donc, il s'agit vraiment d'être dans la valorisation des savoirs, dans la valorisation de ce que l'enfant a fait, et c'est concret. Moi, en classe, par exemple, eh bien, quand l'enfant a réussi à faire une multiplication, eh bien, je lui dis, tu as validé la compétence multiplication, regarde, tu as réussi cette multiplication, bravo. Voilà, moi, ça me semble important de faire ça. Et puis, si à un moment donné, il y a une multiplication qui n'a pas été réussie, ça me semble vraiment important. Alors là, je caricature, mais pour moi, ce n'est pas la peine de mettre ce qu'on appellerait une mauvaise note ou une appréciation négative, puisque ces enfants, ils ont déjà cette pression de la réussite dans leur tête. Donc, plutôt leur dire, bon, ben voilà, cette partie-là, on va la retravailler ensemble et je vais t'accompagner. Voilà, et ça aussi, pour moi, c'est tout à fait transposable à la maison. Ensuite, donc voilà, le cahier d'expression personnelle. Donc, en fait, on a ça en classe. Alors, bien sûr, moi, je m'en sers aussi pour l'orthographe et la production d'écrits. Il s'agit d'un cahier qui appartient à l'enfant où il va pouvoir écrire, en fait, tout ce qu'il ressent. Voilà. Un carnet de bord, on dira aussi. Moi, en classe, je leur donne des lanceurs, en fait, pour les aider à commencer à écrire. C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire à la maison. Et bien sûr, c'est axé sur qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui me fait du bien. Voilà, c'est vraiment pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Alors moi, à l'école, ils ont la possibilité de plier la page s'ils ne veulent pas qu'elle soit lue. Ils jugent ça trop intime. Donc, à voir avec eux comment ça peut être géré à la maison. Ensuite, nous avons dans la classe, et je vais vous montrer la photo, un coin ressources. Alors, Estelle, est-ce que tu pourrais nous donner le partage d'écran, s'il te plaît? Normalement, c'est bon. Ok. Alors, oui. Hop. Donc, est-ce qu'on le voit? Ça arrive, ça arrive. Tu le vois, Estelle? Non. Bon, alors je vais recommencer. Ok, c'est pas ça. Alors, nous avons un petit bug. Vous avez l'écran blanc. Estelle, y allez. Ah, voilà. Non, ça met... il y était. Je recommence. Tu es en train de le partager, c'est tout.
Je recommence. Ouais. Tu vois, C'est ça. bon? Ah, voilà, c'est bon, parfait. Ok. Donc, j'ai en classe installé un coin ressources. Je l'ai installé en réflexion avec les enfants. Qu'est-ce que je leur ai dit, voilà, on va faire un coin dans la classe où vous allez pouvoir vous ressourcer pour tous ces moments où vous vous sentez fatigué, énervé, où vous avez besoin de calme. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait à la maison. Donc, vous pouvez voir quoi. Donc, il y a un bac avec du sable. Je suis allée chercher à la mer avec des coquillages et du bois. Et en fait, ils font des compositions dans le sable. C'est des mandalas naturels. Je ne vous cacherai pas qu'ils aiment aussi tout simplement, je les vois, ils plongent les mains dans le sable. En fait, ils ne bougent plus. Il y a aussi des enfants qui ont offert des objets à la classe. Je pense à celui-ci, les fameux switch pour se détendre. Ensuite, il y a des mandalas. Alors, collectifs, hein, ils viennent, ils colorient, mais ils laissent le mandala sur place. Il y a aussi, vous pouvez le voir ici, c'est un bâton à paillettes. C'est-à-dire, c'est un bâton qui se retourne et on regarde les paillettes descendre. Donc, voilà, ce lieu, ils y vont régulièrement. Sans en abuser, en fait, il n'y a pas du tout eu besoin de faire un ordre pour y aller. Enfin, ils y vont vraiment à tour de rôle. Et là aussi, ça fonctionne, en fait. Hein. Je constate que le temps où ils vont s'asseoir, ce n'est pas du temps perdu. Au moment où ils reviennent s'asseoir en classe, ils sont là, en fait. Voilà. Hop. Ils ont accès à ces endroits pendant la classe. Quand je suis en classe, j'arrive en avance le matin, je réponds à une question que je viens de voir juste à côté. Je réponds, donc ils arrivent à 8h20, 10 minutes avant. J'ouvre la classe volontairement 10 minutes avant, aussi pour leur permettre de s'installer au coin ressources, d'aller au coin coussin, voilà, de se préparer avant de commencer. J'ai entre 27 et 30 élèves, ça dépend des années, pour répondre à la question qui est sur le côté. Quoi d'autre Donc, j'ai fini avec le coin ressources. Le cahier. Oui, donc en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la pensée en arborescence, l'enfant qui a du mal à se concentrer, on fait en classe des exercices pour travailler la concentration. C'est quelque chose aussi qui peut tout à fait se faire à la maison. Et je vais vous montrer. Estelle, je vais reprendre le partage d'écran si tu veux bien. Voilà, j'utilise le bol tibétain. Voilà, je m'en sers à la fois quand j'ai besoin de parler. Donc, ils savent que c'est le son qui permet ça. Ça m'évite de crier. C'est bon pour leurs oreilles aussi, ce son. Donc, en fait, premier exercice, je tiens le bol dans les mains, je tape dedans et durant tout le temps où le bol va retentir, eh bien, tout le monde va petit à petit resserrer ses mains pour arriver à avoir les mains fermées quand le bong est terminé. Bon, c'est un exercice de recentrage en fait. Voilà. Il y a aussi un jeu qui s'appelle compter jusqu'à. Donc en fait, je vais taper dans le bol et quand le bong va s'arrêter, le groupe va compter ensemble en commençant par 1, 2, 3, etc. Et par contre, lorsque deux enfants vont dire le même nombre en même temps, alors on repart à 0. Pour qu'il y ait à chaque fois qu'un seul enfant qui dise le nombre. Donc là, ça demande de la concentration, de l'écoute et bien sûr de se regarder pour savoir qui va parler. Voilà. Ensuite, alors, où est-ce que je l'ai mis? J'attrape. Est-ce que je vais le retrouver? 2 secondes. Par rapport au mouvement, j'utilise des élastiques, des chambres à air plus précisément. Alors, il faudrait que je le retrouve. Argue, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Tant pis. Donc, hop.
Voilà. J'utilise donc des chambres à air que je vais chercher à Decathlon. Je les accroche, je vous les montrerai tout à l'heure si je la trouve. J'en accroche une sous la table de chaque enfant, bien serrée, de façon à ce que l'enfant puisse poser ses pieds sur cette chambre à air qui fait le tour des devants de sa table. Ça peut aussi s'accrocher sur un bureau. Et donc, l'enfant peut pédaler tant qu'il veut au niveau des pieds, tout en étant assis. On a aussi des gros ballons, voilà, pour pouvoir être en mouvement. Il existe aussi des coussins à air, en fait, avec des petits picots. L'enfant s'assoit dessus et pareil, il est en mouvement sur sa chaise, en fait. Voilà. Bon, et puis tout simplement, eh bien, moi, si un enfant veut travailler debout, il peut travailler debout, en fait. Voilà. Je vérifie juste qu'il n'y ait personne derrière pour que personne ne soit gêné. Mais après, ça fait aussi partie des techniques de concentration. Voilà. Où j'en suis et je finis, oui, eh bien, par un outil que j'utilise qui est la médiation. C'est-à-dire que lorsque deux enfants sont en conflit, eh bien, il existe des techniques en fait pour les aider à formuler leurs émotions et à rétablir le dialogue. Voilà, allez, je m'arrête. Estelle, je vais te laisser la parole du coup. J'arrête le partage que j'ai remis pour qu'ils aient tout. J'étais en train de noter les questions. Ah ben non, moi je vais repartager. Non, je vais d'abord expliquer comment je travaille, après je vais vous montrer mon petit schéma. Donc, avec les enfants, je travaille qu'à distance, c'est-à-dire que je ne vois pas l'enfant, je fais que sur photo. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de l'emmener, il n'a pas besoin de parler, il n'a même pas besoin de savoir. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus tranquille. J'ai juste, moi, besoin de savoir quelles sont ses difficultés et d'avoir juste une photo. Et je lui fais le soin au moment où il est à la maison, en fait, pas en pleine concentration à l'école. Et donc, moi, je me mets en méditation et je me relie, on pourrait dire d'âme à âme, ou juste à son champ énergétique, vibratoire, je ne sais pas comment le dire sans que ça fasse trop ésotérique, mais en fait, comme on est tous énergie, je me branche juste sur l'enfant. Et c'est comme si, en fait, entre guillemets, hein, c'est histoire de mettre des mots, je rentre en lui, j'entends ce qu'il peut se dire, je peux sentir ses émotions. Voilà, c'est comme si je rentre dans sa peau, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, en fait, quand je suis avec l'enfant, je vais vous montrer, voilà. Le soin, c'est-à-dire que moi, je me mets en résonance, en fait, avec son monde intérieur. Et de là, je lis ce qui se fait. C'est comme si, ça dépend aussi de l'enfant, mais il y a comme une lecture qui se fait, et moi, c'est ça que je vais traduire et expliquer après. Et donc, le soin va travailler au niveau donc, du mental, des croyances, des interprétations. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est soit je suis nulle, je suis vilain, j'y arrive pas, on ne m'aime pas, je suis pas désirée. Enfin, bon, il y en a selon chaque enfant. Donc, ça, c'est plus tout ce qui peut se raconter et qui va créer son comportement. Des émotions, soit des émotions bloquées, des émotions d'avant, des émotions qui sont là. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être de la tristesse, de la colère. Donc, moi, quand je sens l'émotion, je sens qu'elle est là, elle prend toute la place et puis, pouf, c'est comme si une fois qu'elle a été vue, elle tombe, en fait. C'est juste, je dirais, l'amour de la conscience qui fait que l'émotion tombe. Donc, ça peut travailler aussi au niveau des mémoires familiales, transgénérationnelles et ceux qui croient ou pas karmiques. Après, peu importe, moi, je mets des mots, mais il n'y a pas de... à chaque fois, je dis l'important, c'est pas ce que je vais raconter, c'est comment l'enfant va changer. C'est pas ce qu'il a vécu avant, en fait, mais c'est ce que ça va bouger chez lui, peu importe si c'est vrai ou pas. Et ça va travailler aussi au niveau de son âme, c'est-à-dire au niveau soit du corps énergétique, où l'énergie peut être complètement disharmonieuse, soit quand je mets au niveau de son âme, c'est vraiment dans son élan profond, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire en fait. Alors, de quelle manière? Oui, c'est vraiment comme quand vous vous branchez sur le Wi-Fi, c'est aussi simple que ça en fait. Moi, je me mets en lien avec lui et je sens de suite ce qui se passe. Je sens de suite ce qui se passe dans tous ces corps énergétiques.
et je laisse faire en fait. Et c'est comme ça, je vois des images. Donc moi, j'ai le son, on va dire, ce qui se raconte. J'ai la sensation dans le corps et j'ai des images qui viennent. Et donc pendant tout le soin, en fait, je vois ces images, ces sensations qui bougent et c'est comme si petit à petit, on enlevait des couches en fait. Et petit à petit, je sens que il est soit plus dans son corps, soit il s'apaise. Donc ça, je vais vous l'expliquer après un peu plus en détail. Dans ce que moi je vois quand je fais le soin, ce que je remarque chez ces enfants-là. Donc la première des choses, donc je vais vous sortir ma petite poupée pour que vous compreniez par rapport à l'enfant ce qui se passe. La première des choses, c'est que je peux sentir que son énergie, soit elle est toute là, c'est-à-dire que ça prend tout l'espace du mental, soit chez les enfants très craintifs, elle va être plus en arrière. C'est comme si là, on a une coquille vide et que lui, il est plus à cet endroit-là. Donc du coup, quand il est... surtout chez les enfants anxieux, qui ont des réveils nocturnes, qui ont vraiment des angoisses, souvent je retrouve qu'ils ne sont pas complètement dans leur corps et qui fait que du coup, si vous avez une coquille vide, vous avez toujours l'impression que vous allez être attaqué en fait. Et donc c'est pour ça qu'après, ils s'imaginent plein de choses en fait. Chez les enfants turbulents, l'énergie va être plutôt comme dans un flipper, ça bouge dans tous les sens. Donc moi, je le sens dans mon corps en fait, que c'est disharmonieux. Chez certains, l'énergie peut être plus devant parce qu'ils veulent prouver des choses, donc ils sont plus en avant. Voilà un peu dans moi ce que je peux ressentir, mais c'est une manière de le décrire. Moi, je le sens dans mon corps en fait, s'il est plus en arrière, si c'est plus en haut. Voilà, donc c'est très subtil et un peu particulier à expliquer. Et en fait, je demande que l'enfant soit au calme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas à l'école, parce que certains enfants sentent le soin au moment où je le fais. Mais pas tous. C'est plus pour moi être sûr qu'il soit concentré à l'école et quand je le fais, il est plus tranquille, il joue, il lit. Voilà. Donc, quand les enfants, donc ce que je repère chez ces enfants-là, c'est une difficulté à intégrer et à accepter le corps. Donc, par rapport à ce que je vous disais, soit parce qu'ils ne sont pas dans leur corps énergétiquement, on va dire, soit aussi il peut y avoir des mémoires qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dans ce corps-là. Une mémoire où avant ils étaient un adulte et là ils ont un corps d'enfant, ils trouvent ça nul. Donc voilà, moi je vous raconte un peu les mots même qui disent dans ce que je ressens, quoi, qui fait qu'ils n'ont pas envie d'être dans ce corps-là, ou alors ce que je vous disais, quand l'énergie est trop disharmonieuse, que ça part dans tous les sens, que ce corps il bouge tout le temps, il n'y a pas envie d'y être parce que c'est juste insupportable, notamment pour les enfants très turbulents. Donc l'énergie du mental est trop présente, c'est ce que je vous disais, quand vraiment je sens que ça prend toute la place et que du coup, là, il y a beaucoup d'interprétations, de croyances. L'hyperactivité, donc pour moi, il y a vraiment souvent un chaos énergétique, pas que. Il y a aussi des croyances qui vont entretenir le fait d'être turbulent parce qu'ils peuvent rentrer dans un rôle aussi. Dans le rôle, je fais chier tout le monde, quoi, parce que de toute manière, on m'aime pas. Donc du coup, ils vont être turbulents juste pour embêter. Tout ça, ce que je vous dis, c'est inconscient. L'enfant n'est pas conscient de faire ça. Mais c'est comme des structures. Soit il arrive avec ça, parce que même en tant que parent, on peut vraiment se culpabiliser en disant mais pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que voilà? En fait, dans ce que je vois, l'enfant arrive déjà avec des bagages, avec une manière d'être au monde et avec une interprétation. Donc vous pouvez lui donner tout l'amour que vous voulez. S'il vient avec l'idée qu'il est nul, ben c'est assez compliqué. Donc il y a vraiment une part de comment il arrive avec ça. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui me demandait, avec un psy, souvent, ils en ont marre d'être analysés, ils n'ont pas envie de dire, ben oui, parce qu'avec un psy, le problème, c'est qu'on reste au niveau du mental. Et ce qui se passe chez eux, c'est beaucoup plus inconscient. Et souvent, ils n'ont pas forcément envie de dire. Déjà parce qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur quelque chose qui est ressenti, mais qui n'est pas clair. Et je me souviens, j'avais fait un soin à une petite fille. Et après le soin, le lendemain, elle a pu dire ce qui la gênait vraiment. C'est comme si ça a mis de la clarté dans sa tête. Et là, elle a pu formuler clairement ce qui se passait pour elle. Mais sinon, c'est pas évident. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que des fois, ils peuvent pas. Alors, on disait aussi que c'est des enfants qui ont des pensées en arborescence très présentes. Et du coup, c'est aussi des enfants qui sont très préoccupés à résoudre les problèmes des adultes.
Déjà parce qu'ils sont sensibles. Donc, ils sentent tout. Si vous êtes en colère, fatigué, triste, ils sentent que vous n'êtes pas bien. Donc, avec ces enfants, c'est important de le dire. Donc, déjà, ils sentent. En plus, pour peu qu'ils l'entendent, ils vont avoir envie d'aider. Et donc, du coup, c'est comme s'ils vont se prendre un paquet sur le dos et essayer de résoudre les problèmes des adultes. Et ça crée beaucoup d'angoisse, en fait, chez eux. Ça peut faire des terreurs nocturnes, une difficulté à l'école parce que ça leur prend la tête, en fait. Donc là, moi, dans les soins, je vois quand c'est là et du coup, ça peut vraiment tomber. À partir du moment où c'est vu, parce qu'en fait, quand je me connecte à l'enfant, c'est vraiment de conscience à conscience. Donc, c'est la conscience qui fait que c'est vu. C'est comme si vous mettez la lumière sur une ombre ou sur un fantôme. À partir du moment où c'est vu, ça tombe. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et que vous voyez votre enfant qui change sans qu'il y ait eu de mots là-dessus. C'est juste que c'est tombé, c'est plus là. Donc, du coup, il a plus peur et voilà, il change de comportement. Ce qu'on disait aussi, c'est des enfants qui s'en demandent beaucoup trop, qui sont hyper exigeants. Et du coup, ça va créer du stress. Ça va créer je suis nulle, j'y arrive pas, tout le manque de confiance en eux. Et moi, ce que j'ai vu chez certains, c'est que donc tout le travail, c'est vraiment de les ramener au corps, de vraiment intégrer le corps. Donc ça, c'est une première étape du soin, parce que je le fais sur plusieurs séances, hein, parce qu'on va couche par couche. Et il y a aussi vraiment besoin comme de se voir, de se reconnaître vraiment. Parce que c'est souvent des enfants qui sont tournés vers l'extérieur ou qui ont une image d'eux-mêmes, mais qui ne se voient pas vraiment. Et moi, je le sens vraiment dans l'énergie, comme si il peut se retourner et se regarder. Et d'ailleurs, il y a un enfant qui, pendant le soin, est carrément allé se regarder dans la glace. C'est sa maman qui me l'a dit. C'est vrai que chez lui, ça a été assez magique. Il est allé se voir dans la glace et c'était vraiment ça qui se passait pendant le soin. C'est comme s'il pouvait se voir, ah mais c'est moi, se reconnaître et se reconnaître vraiment dans toutes les dimensions avec leur sensibilité. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'ils puissent vraiment s'aimer tels qu'ils sont parce qu'ils ont beaucoup à offrir au monde. Dans les soins, il peut y avoir aussi des mémoires anciennes. Alors là, ça me fait penser à un petit de 4 ans. Rémi, sa maman me parle de lui parce qu'il est terrorisé dès qu'elle sort d'une pièce. Donc, il a toujours besoin de savoir où elle est. Et depuis 2 ans, il dort dans leur lit. Dans le lit des parents, mais aussi dans le lit des grands-parents. Donc, ce n'est pas que les parents qui s'y prennent mal, c'est que vraiment, il a très peur. Donc, elle me dit juste ça quand je commence les soins avec cet enfant. Et chez cet enfant, c'était assez particulier. C'était vraiment une mémoire ancienne qui était là, une mémoire, moi, je dirais, d'une autre vie qui était très présente et qui faisait qu'il y avait cette peur-là. Mais il a fallu 3 séances avant de vraiment pouvoir nettoyer complètement cette mémoire pour accéder à la peur profonde qui était dessous et qui puisse changer. Donc, après la première séance, il a commencé à pouvoir dormir dans un lit à côté de ses parents. Après la deuxième séance, ils ont déménagé, donc on a tout mis en place pour qu'il puisse dormir dans sa chambre. Et là, ça s'est très bien passé. Il a pu commencer aussi à être seul dans une pièce sans avoir peur. Et voilà, il y a vraiment eu tout un changement de comportement. Et à la 4e séance, la maîtresse, les amis ont vu qu'il était, qu'il était plus tranquille, qu'il était plus tout le temps collé à ses parents, qu'il travaillait plus facilement à l'école. Et ce que ne m'avait pas dit la maman, et que moi j'ai senti dans le soin, c'est que c'était un enfant qui était tyrannique, qui avait un côté très méchant en fait, mais du fait de la mémoire. Et quand je l'ai dit à sa maman, ça l'a vraiment soulagée parce que c'était des parents qui étaient très doux et qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant pouvait être cruel en classe, par exemple, avec les autres enfants. Et quand je leur expliquais que c'était que c'était lié à sa mémoire, ça leur a permis de déculpabiliser. Et lui, bien sûr, à la suite, était beaucoup plus tranquille et beaucoup plus doux avec les autres enfants parce qu'il a aussi appris à être doux avec eux, avec lui-même en fait. C'est aussi, dans le soin, il y a vraiment un travail donc de revenir au corps, de se reconnaître et de s'aimer complètement. Ce qui fait que ça va vraiment travailler sur l'estime de soi. Et à partir du moment où l'enfant a confiance en lui, du coup, il peut aller vers les apprentissages, il peut oser faire des erreurs, il peut oser être en lien avec les autres enfants, parce que des fois aussi, ils ont du mal avec les autres enfants. Donc, il y a vraiment tout un changement de comportement, même si ça paraît subtil, bizarre, atypique. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, moi, je l'assume complètement parce que je sais le bien que ça fait à ces enfants, puis le retour que j'ai.
Et ce que je dis toujours aux parents, regardez comment l'enfant change. C'est ça qui est important, pas ce que je vais raconter dans le soin. Je pense que j'ai tout dit, mais je vois qu'il y a des questions, donc on verra après. Je répondrai à vos questions. J'aimerais... ouais, je vous donnerai des... Allez, je le fais maintenant. Je vous avais gardé deux petits cas concrets quand même, parce que j'ai à cœur que ce soit parlant et que vous puissiez reconnaître vos enfants. Donc j'avais Arthur, 12 ans. Donc sa maman me parle d'Arthur, qui est un petit clown. Donc il n'arrive pas à se poser 5 minutes. Il est tout le temps en train de bouger, de partir dans tous les sens. Et donc c'est très fatigant pour les parents. Et c'est impossible pour lui de se centrer pour faire les devoirs. Et aussi à l'école, c'est un vrai clown. Mais le problème, c'est que c'est un clown qui se fait pas mal moquer, en fait. Et donc, du coup, il en souffre. Donc ça, c'est vraiment au début de l'accompagnement. Et à la fin de l'accompagnement, donc je ne vous fais pas tout le détail des séances, mais elle me dit, c'est spectaculaire, mon enfant ne fait plus l'idiot, outre mesure. Il est beaucoup plus stable. Il arrive même à rester tranquille le temps des devoirs. Et je ne lui dis plus de se calmer. Ce qui était vraiment fatigant pour lui et pour moi. Et en fait, tout tournait autour d'une image négative de lui-même. Donc en effet, il aimait faire le pitre parce qu'il n'avait pas envie d'être sérieux. Donc il n'avait pas aussi envie d'être trop mature. Mais ce pitre-là, c'était toujours contre lui. Et tout ça, plus il a pris confiance en lui, en fait, plus il a pu continuer à faire de l'humour, mais qui n'était pas contre lui, qui n'était pas dévalorisant. Et puis, il a pu commencer à être plus en lien avec son père, parce qu'il se sentait plus mature, envie de participer à la vie de la famille. Et donc, voilà, après, elle me parle de son changement. Donc ça, c'était plus pour un enfant turbulent. Et je vais vous parler de Simon, qui a 11 ans. Et donc là, c'était plus un enfant donc hypersensible précoce, très angoissé et renfermé. Simon a peur du regard des autres, comme bloqué dans le fait de réaliser des tâches simples, par exemple aller chercher le pain, discuter avec ses amis et cousins, danser devant ses parents, aller faire une balade tout seul à vélo. Donc ça, il ne pouvait pas le faire, c'était juste trop flippant pour lui. Donc c'était un enfant qui était très retiré, qui avait très peu d'amis. Donc il n'ose pas donner son avis, même en famille. Il se sent être différent des autres en ne sachant pas qui il est vraiment. Donc, il avait vraiment une intelligence de chercher qui il était, mais voilà, il ne savait pas trop. Et elle me dit, mais le plus important à rectifier est sa peur et son stress. Et chez Simon, ça a été très vite. Il a été très réceptif aux soins et même lui, il a pu formuler, alors qu'il ne savait pas que je lui faisais le soin, mais il a pu formuler, il a senti à un moment donné comme s'il avait un nouvel ami avec lui et du coup, il se sentait plus fort et plus facilement en lien avec les autres enfants. Et donc là, elle me dit, Simon a beaucoup évolué. Nous l'avons vu se détendre et s'ouvrir aux autres au bout de 3 séances. Il est allé aux toilettes seul, au restaurant, sans lui avoir expliqué précisément où il se trouvait. Ce qui veut dire que là, Simon, il a osé se lever devant tout le monde au restaurant. Il a osé chercher. Donc, il a eu du courage d'aller chercher, ce qui était impossible pour lui avant. Qu'est-ce qu'elle me disait aussi? Ah oui, il a discuté en famille sans se rendre compte qu'il avait changé, ce qu'il ne n'osait pas avant même discuter avec ses cousins ou son oncle. Ben là, il pouvait tenir une conversation sans problème. Il est rentré en 6e et prend le bus avec ses copains sans stress. Il sera toujours hypersensible, mais il est mieux dans sa peau. Gérer les nouvelles situations sans angoisse, mais seulement avec une appréhension saine et modérée. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on reste hypersensible. Mais c'est vraiment comment on peut l'appréhender autrement quand on a plus confiance en soi, quand on habite plus son corps, tout simplement. Ça donne beaucoup plus de force. Alors, les outils que je vais vous donner, c'est pour les aider à être aussi plus dans le corps. Évidemment, ça ne remplace pas une séance, mais ça peut vraiment accompagner et ça peut vous aider à les soutenir. Hop. Alors, la première des choses pour moi qui est essentielle, puisque je vous disais, je dirais le fond de tout ça, c'est vraiment l'estime de soi. C'est de nourrir l'estime de soi chez ces enfants-là. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est de les encourager. Mais de les encourager pas seulement en disant « ouais, t'es super, t'as réussi », parce que ça, ils vont pas du tout l'entendre. Mais de vraiment décrire ce que vous avez vu. Que ce soit sur des devoirs,
de décrire là où il a, par exemple, s'il a une difficulté dans l'écriture, de décrire là où c'est lisible, de décrire là où c'est joli. S'il fait du sport, de lui montrer que là, il a fait des efforts, qu'il a mis ce coup de pied là, de vraiment décrire les faits pour qu'il ne puisse pas dire non, qu'il puisse lui voir que là, en effet, il a réussi. Que si, par exemple, il est allé chercher le pain tout seul, de voilà, s'appuyer sur tout ce qu'il a pu faire pour que lui, il puisse se l'approprier et petit à petit gagner en confiance. Voilà, en disant par exemple, tu as fait preuve de, plutôt que tu es. Nourrir l'estime de soi, ça va être aussi dans juste l'écoute de son enfant. Donc tout à l'heure, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui me demandait comment faire quand il revient de l'école, quand en effet ça n'a pas été facile, de juste être là et de l'écouter, sans rien dire. Ça, c'est le plus difficile pour un parent, ou de juste dire oui, ou alors encore de reformuler, c'est-à-dire de redire exactement mot pour mot ce qu'il vous a dit, pour qu'il se sente vraiment entendu. Et de là, les émotions vont pouvoir se dénouer, en fait, le fait de se sentir entendu à la maison. Le deuxième outil, c'est de nourrir le lien au corps. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est comme si la frontière au niveau du corps, elle est perméable. Pas tout le temps, hein, ça va dépendre des enfants, mais quand voilà, ils se sentent agressés ou anxieux, c'est souvent que la frontière, elle est floue. Et donc, il y a besoin de les ramener au corps. Aussi parce qu'ils peuvent être vraiment dans le mental. Donc, pour les ramener au corps, moi, ce que je propose, c'est deux choses qui, je trouve, fonctionnent bien. C'est le massage. Alors, pas le massage qu'on fait, vous savez, tout doux comme ça, non. C'est vraiment un massage où on va malaxer pour vraiment qu'ils sentent le corps. Donc, ce que je propose, c'est... Alors après, ça va dépendre des âges et de l'enfant. C'est à vous de l'adapter à votre enfant. C'est de faire un massage qui part des pieds jusqu'à la tête. Donc, par exemple, le soir au coucher. Et de malaxer en faisant un animal, par exemple. Donc, ça peut être l'éléphant. Donc, l'éléphant, il marche sur l'enfant. Donc, vous prenez vos deux mains, vous faites les pas de l'éléphant en appuyant vraiment sur le corps, en l'enfonçant, en faisant attention aux articulations, mais qui sentent vraiment que voilà, on y va, il sent qu'on monte et puis on descend. Puis après, ça peut être le serpent, mais le serpent, c'est pareil. Il faut vraiment que le serpent, il appuie, il glisse, il va tout le long du corps, il descend. Ça peut être la poule qui picore, ça peut être le japonais. Enfin, après, vous allez trouver, et même lui, il va vous proposer des animaux pour que vraiment sentir son corps des pieds jusqu'à la tête. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose que vous pouvez faire avec l'enfant, quel que soit l'âge, c'est de faire des bagarres. C'est-à-dire d'être soit sur le lit, un endroit confortable, en tout cas pour ne pas se blesser, et vous vous mettez face à face. Et soit vous vous tenez debout en mettant les mains et vous poussez pour qu'en fait l'enfant sente sa force. Il faut qu'il puisse sentir son corps. Donc, soit vous vous poussez, soit vous prenez un coussin et vous vous poussez avec le coussin et vous essayez de faire tomber l'autre. Donc, ça peut être aussi sur les genoux. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre debout. Mais voilà, l'idée, c'est un peu comme le judo, de se faire tomber, de sentir le corps, parce que ça va permettre de lâcher les peurs. Et plus lui, il va sentir qu'il peut pousser l'adulte, plus il va sentir sa force et avoir moins peur, en fait, tout simplement. Et donc, nourrir le lien au corps, j'avais mis aussi écouter les émotions, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, pour ces enfants-là, être l'endroit où ils puissent se déposer. Parce qu'en effet, au collège, ils ne vont pas avoir, même s'ils ont un prof comme Sophie, ben, tous les autres, ils ne vont pas être comme ça. Hein. Ou vraiment, ils sont dans une école spécialisée. Mais voilà, il y a forcément des profs avec qui ça va pas passer, ne serait-ce qu'avec les copains. Enfin, je veux dire, ils vivent des choses tellement de façon intense que, ben voilà, ils sont brassés. Donc, ils arrivent à la fin de journée où ils ont été pas mal brassés et ont besoin de déposer. Donc, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour juste les écouter, les laisser se reposer aussi parce que c'est des enfants qui sont vite fatigables. Donc, il y a vraiment besoin de les laisser se reposer et de les accompagner à calmer l'agitation. Donc, Sophie vous a donné des pistes pour la méditation. Ça peut être aussi juste de les prendre dans les bras et de respirer ensemble. Donc, êtes-vous le plus posé possible, le plus en présence pour que lui puisse se poser,
plus vous serez présent et à l'écoute quand il est là, des vrais moments de présence, plus il va pouvoir se poser. Et aussi de partager vos émotions. Ce que je vous disais, si vous êtes triste en ce moment, dites-le. Vous n'avez pas besoin de dire la raison, mais juste de dire, voilà, ben moi en ce moment je suis triste. Comme ça, l'enfant, il peut se défaire de votre émotion. Parce que comme c'est flou et qu'ils sentent les émotions des autres, et c'est ce qui fait que je peux faire les soins, c'est que je sens en fait, là, je le sens à distance, mais c'est pareil, dans une pièce, ils sentent, sauf qu'ils ne peuvent pas mettre les mots dessus et ils ne savent pas si c'est à eux ou si c'est à vous. Plus vous pourrez dire votre émotion, plus eux vont pouvoir s'en détacher et pouvoir aussi formuler leurs propres émotions. L'écoute silencieuse et la reformulation, c'est ce que je vous ai expliqué. Et donc, faire attention à la fatigue. Donc, c'est vraiment leur laisser des temps où ils font rien. S'ils n'ont pas envie de leur laisser ce temps de pause, peut-être aussi de les accompagner pour les devoirs parce que des fois, ils ont juste besoin de soutien, qu'on soit là pour faire cet effort-là. Mais c'est sûr que c'est des enfants qui sont vite fatigués et il faut en tenir compte aussi en tant que parent.